Et les États-Unis, vous avez tous suivi ça, je crois qu'on avait plus ou moins, lorsque Obama est arrivé, on s'est dit au moins que ça ne pouvait pas être pire qu'avec Bush. Et donc on a pensé que peut-être il y aurait sinon quelques ouvertures, en tout cas peut-être quelques voies nouvelles ouvertes. Il y a eu le fameux discours, qui n'est pas si vieux, mais qui nous paraît en fait très loin dans le passé maintenant, ce discours que Obama a prononcé au Caire. C'était en juin 2009. Et tout le monde a le souvenir d'un discours fort, d'un discours visionnaire, d'un discours qui était vraiment annonciateur d'une autre relation avec le monde arabe, avec le monde musulman. Dans les actes, il y a eu, c'est en février 2011, eh bien en février 2011, les États-Unis ont mis leur veto à une résolution condamnant la colonisation. Donc on a une contradiction qui est absolument caricaturale, tragique, puisque c'est en fait l'idée que nous avons là, la volonté d'arrêter la colonisation, et quand on a une possibilité au niveau le plus important, qui est le Conseil de sécurité, on met son veto. Quelques temps après, il y a eu un moment, c'était il y a quelques mois, qui était extrêmement intéressant, extrêmement caricatural. Netanyahou va aux États-Unis. Je suppose que vous avez tous en mémoire ce voyage. Ce voyage, c'était, il va voir Obama quelques heures à peine après un discours prononcé par Obama, où Obama avait réaffirmé l'idée d'un État palestinien dans les frontières de 1967, avec la nécessité sans doute de faire quelques échanges territoriaux. Il était fidèle à ses mots, MOTS. Et ensuite, souvenez-vous, Netanyahou est allé au Congrès. Et il a tenu un discours radicalement différent de celui d'Obama, en opposition complète avec ce qu'avait dit Obama, et il a été ovationné X fois par le Congrès. Et en l'espace de quelques minutes, on a vite compris ce qu'était le système politique américain. L'administration, si elle n'a pas vraiment le courage d'agir, eh bien, est prisonnier du Congrès. Ça n'a pas besoin d'aller plus loin. C'est un cours de sciences politiques, je dirais, très imagé. Le Congrès a le dernier mot, et du coup, Obama n'a rien fait. Et puis maintenant, d'après ce que je sais, car des informations particulières, il est en campagne électorale, donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'il se passe quoi que ce soit avant peut-être janvier. Et nous sommes à nouveau replacés dans une situation ultra classique qui est on attend les élections américaines. Nous avons le privilège, plus ou moins le privilège, d'avoir connu d'autres élections américaines, et on a eu cette idée, on attend le résultat de l'élection américaine. Alors on peut toujours se dire, soyons optimistes l'espace d'une seconde, si Obama est réélu, peut-être qu'il aura des coups des franges, mais on restera toujours là. Donc, mais bon, nous verrons bien. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les États-Unis ont baissé les bras complètement, et plus encore, ils ont tout fait, mais je vais y revenir tout à l'heure, ils ont tout fait pour empêcher que les Palestiniens puissent bénéficier d'une reconnaissance par les Nations Unies en tant que membres à part entière. Vous vous souvenez, ça n'est même pas arrivé au Conseil de sécurité, mais ils ont tout fait pour empêcher qu'il y ait une majorité d'abord. Et s'il y avait eu une majorité, qui n'a pas eu lieu, eh bien il y aurait eu un veto des États-Unis. L'Union européenne, qui également dans ses mots, MOTS toujours, eh bien, a réitéré qu'elle était prête à reconnaître un État palestinien. Et vous savez, ça c'est la dernière déclaration importante de l'Union européenne, ça date de décembre 2009, c'est Bruxelles qui a pris cette décision, qui s'inscrit dans la ligne des décisions, des grandes décisions de Venise, de Berlin, enfin, il y a une continuité, donc prêt à reconnaître un État palestinien, mais avec à chaque fois cette petite phrase décisive, virgule, le moment venu. Et vous avez tous rencontré des responsables palestiniens, et quand on leur dit, un peu en rigolant, mais comment vous faites passer ça? Et on peut mimer la scène, cher ami, bien entendu, nous allons reconnaître votre État. Et vous comprenez bien sûr, que ce n'est pas le moment. C'est comme ça que ça se traduit. Et finalement, il ne se passe rien. Et les Européens n'ont pas bougé. Et ils n'ont pas bougé, mais ils ont continué à parler. Ils ont parlé. Et en particulier, il y a une chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, parce que c'est important, et je vais y revenir aussi, ce sont les rapports chaque année des consuls européens sur Jérusalem. Chacun, je pense, ici connaît ce rapport, ces rapports, qui sont maintenant chaque année depuis plusieurs années, où on voit dans le détail ce qui se passe à Jérusalem, et ils évoquent quelques propositions d'action, qui sont vraiment extrêmement, j'allais dire, simples, comme par exemple accueillir à Jérusalem des responsables politiques palestiniens.
Et jamais Bruxelles n'a osé mettre en œuvre le début de l'esquisse des propositions de ces consuls qui, quand on les rencontre, sont toujours navrés, furieux de voir que leur travail important, précis, minutieux, n'aboutit finalement jamais à rien. Et quand il y a un événement important aux Nations Unies, l'Union européenne, malgré cette déclaration, eh bien, l'Union européenne est divisée. L'Allemagne d'un côté, l'Espagne, puis la France, qui tergiversait pour finalement ne rien dire. Elle n'aurait jamais, à ce moment-là, notamment le 7 octobre de l'année dernière, reconnu un État palestinien, enfin accepté le principe d'un État palestinien à part entière à l'ONU. Alors ça, c'est le niveau international, global. Maintenant, si on va sur le plan régional, sur le plan régional, il y a aujourd'hui au moins 2 crises qui en secrètent d'autres, qui en génèrent d'autres, et qui font que la Palestine, on la voit plus. Que la Palestine est victime de ça. La première crise, c'est évidemment la question du nucléaire iranien. Et là-dessus, Benjamin Netanyahou joue le coup, si j'ose dire, de manière très habile. Il ne cesse de répéter que lui, en tant que Premier ministre, jamais il n'acceptera que l'Iran, qui veut détruire Israël, puisse avoir les capacités d'être au seuil du nucléaire, ou plus encore, bien entendu, d'avoir la bombe. Et par conséquent, nous dit ce gouvernement, nous allons attaquer l'Iran. Et nous avons depuis des mois et des mois des phrases très bien situées, à un moment ou à un autre, par Netanyahou, par Barak, même par Shimon Peres, qui dit, bon, il faudra, si rien ne se passe, si on n'est pas certain qu'ils ont cessé leurs travaux d'enrichissement d'uranium, eh bien, il faudra intervenir militairement. Vous avez tous tout entendu ces menaces. Ça a un effet tout à fait important par rapport à ce qui nous intéresse, c'est que du coup, la question palestinienne passe en deuxième, troisième position, enfin bref, on l'oublie. Il est clair que la Palestine est victime de cette affaire. Quand Netanyahou est allé aux États-Unis, il va souvent, c'était il y a quelques semaines, ils n'ont pas parlé de la question palestinienne. D'après les communiqués qu'on peut avoir ou les déclarations qu'on a pu entendre, ils n'ont parlé que de la question iranienne, Obama essayant de calmer les ardeurs de Netanyahou, du gouvernement de droite, dans pour empêcher qu'il ne se lance dans cette aventure folle qui serait d'attaquer l'Iran. Et donc il réussit, car il n'est pas fou, Netanyahou, il réussit parfaitement à complètement occulter la question palestinienne. Il y a eu ces dernières semaines des déclarations d'anciens responsables du Mossad, d'anciens responsables de Shin Bet, quand on dit anciens responsables, ce n'est pas des responsables qui étaient aux affaires il y a 20 ans, c'était des responsables qui étaient aux affaires il y a 1 an ou 2. Enfin, c'est des types qui sont toujours dans le circuit. Et ils ont fait des déclarations extrêmement intéressantes pour dire il est absolument hors de question que nous puissions intervenir de cette façon en Iran. Ça serait de la folie. Ils le disent dans la presse, ils disaient la presse israélienne, vous aurez ça. Il y en a un des deux, c'est le patron du Shin Bet, qui a dit une phrase extrêmement importante et qui a eu beaucoup d'écho en Israël. Vous avez été dans première page d'Haaretz il y a quelques jours seulement. Il disait nous avons affaire à 2 personnages messianiques, en parlant de Netanyahou et en parlant de Barak. C'est-à-dire des types qui seraient capables de faire n'importe quoi. C'est-à-dire des types qui seraient parfaitement capables effectivement d'attaquer l'Iran. Donc la menace a évidemment d'abord sans doute une fonction politique qui consiste à replacer une fois encore Israël en tant que victime. Ça a également une fonction complémentaire de faire en sorte qu'on ne parle plus de la question palestinienne. Mais plus, il n'y a pas que l'Iran, si j'ose dire, ça nous suffirait déjà. Mais il y a aussi la question de la Syrie. On a tous suivi avec effroi la répression dont le peuple syrien est aujourd'hui victime. Et on a vu à quel point ce régime s'enferme dans un autisme qui conduit à une répression systématique. On a vu aussi les incapacités, les impuissances répétées du Conseil de sécurité, puisque le Conseil de sécurité est bloqué par la Chine et par la Russie, et je serais bien étonné que ça change. La Russie a mille raisons de continuer à soutenir Bachar el-Assad.
Par conséquent, nous sommes là dans une crise qui là aussi est extrêmement préoccupante et qui là aussi occulte ce qui reste de la question palestinienne. La seule chose qui paraît positive pour les Palestiniens, si j'ose dire, c'est le fait que le Hamas a dû quitter Damas, et maintenant il est au Caire, et il a pris une position très claire en faveur de la révolte. Enfin bon, ça a fait bouger les lignes au sein du Hamas, ça l'a fait aussi se distancier du Hezbollah, qui lui est complètement inféodé au régime de Bachar al-Assad. Donc on ne peut plus, comme on le fait si souvent, confondre le Hamas et le Hezbollah, qui sont dans des logiques radicalement différentes. Bon, bref. Mais si vous accumulez toutes ces dimensions, vous apercevez à quel point, qu'est-ce qui reste pour la question palestinienne aujourd'hui, entre la communauté internationale dont je parlais tout à l'heure, qui est dans une impuissance structurelle, et d'autre part, ces dimensions conjoncturelles de ces crises énormes, qui sont la question du nucléaire iranien et la question de l'avenir de la Syrie, qui est posée en termes extrêmement difficiles. Donc voilà ma première idée, le premier point.